Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette rencontre intitulée Des abus gris à la violence noire. C'est un titre à la fois énigmatique et très éloquent. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, autour de cette table, Laura Poggioli, le titre de votre livre « Trois sœurs », c'est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Nous allons en parler dans un instant. Blandine Rinkel, « Les abus gris », c'est publié aux éditions Fayard dans la collection 1001 nuits. C'est un tout petit livre mais extrêmement dense, dont nous allons parler dans un instant. Nous allons aussi écouter un extrait du livre que vous avez publié à la dernière rentrée, Vers la violence, publié également aux éditions Fayard, parce qu'il y a peut-être aussi des ponts intéressants à faire avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je propose d'ailleurs, afin de rentrer vraiment dans la discussion, d'entendre dès le début un extrait de vos livres à vous, Blandine Rinkel, à savoir Vers la violence et Les abus gris, par Isia, Lisa encore et Mariam, qui vont venir nous lire des extraits. Petite, j'étais amoureuse de mon père. Insister sur cette phrase. Lui redonner lumière et gravité. Dès 4 ou 5 ans, je voulais épouser Gérard, persuadée qu'il irait bien mieux avec moi qu'avec Annie, ma mère, qu'instinctivement je trouvais mal assortie à lui, petite et peureuse quand il était grand et vaillant. Ce mariage, Gérard m'avait promis que nous pourrions le célébrer quand j'aurais l'âge légal. Notre différence de 38 ans n'était pas plus un obstacle que notre lien filial. À l'entendre, il n'y aurait aucun problème. Je peux aujourd'hui en rendre compte. Gérard, mûr et expérimenté dans la vie d'homme et de père, était tout à fait favorable à ma demande. Sans ambiguïté, il m'avait dit oui. Oui, il m'avait promis. C'est humiliant d'aimer quelqu'un qui vous a abandonné. De ne pas pouvoir vous empêcher de continuer à l'aimer. C'est dégradant, et c'est sans doute pour cela que je me refusais à écrire ces lignes. Il fallait d'abord qu'il ait disparu de ma vie. Annie est pire que moi sur ce point. Elle voue un culte à Gérard, en dépit de ce qu'elle appelle leur incompatibilité domestique. Il y a dans son admiration une part non négligeable d'excitation de l'uniforme. Annie, petite bourgeoise aux parents tout à gauche, semble avoir éprouvé une sensation de subversion. Un moment punk. À se marier à un flic. De tout cela, je n'ai jamais reparlé à personne. Je repensais à l'arme. À Jade. Et à la tristesse d'éventer un secret. Je préférais me taire. Une technique de survie d'enfant, c'est de se faire tout petit. Quand on vit cerné de problèmes, mieux vaut ne pas en être un soi-même. Alors, de mon côté, comme en pays étranger, j'étais sage. Réservée. Bonne élève pour la forme et sans conviction. Bonne danseuse surtout, car en mon fort intérieur, le deal était clair. Si j'avais choisi ce sport de fillette, il fallait que j'y excelle. Alors, je lisais, jouais seule, attrapais des escargots le samedi, et me contorsionnais pour saisir mes pieds en pliant le moins d'articulation possible. De taille, je n'étais pas haute. Pas bien épaisse. Discrète. J'aurais voulu me faire plus petite encore. Certains silences sont des stratagèmes pour rapetisser. Les abus gris. J'en profite pour corriger, c'est Isia, Lisa et Isabelle, bien évidemment. Excusez-moi. Les réseaux sociaux nous incitent, ces dernières années, à radicaliser nos pensées et nos expériences, à outrer tous les récits. L'oral, au contraire, nous enjoint parfois à minimiser et à dénier. Une dédramatisation sans déni devrait pourtant être possible.
Nous devrions pouvoir parler, écrire, à propos de certains abus et blessures, sans pour autant leur donner la noirceur du crime. Moi seule sais ce qui s'est passé à Londres. Si le photographe m'a forcé la main ou si, majeur, je la lui ai tendue, même si ce geste évidemment abusif me blessait. Moi seule connais la qualité de sidération ou de souffrance que l'épisode a imprimée. Moi seule éprouve la couleur de cette histoire trouble, la valeur de cet abus gris, dont je ne devrais pas avoir honte à essayer de parler. J'ai mis du temps à comprendre que nous avions le droit de préciser, de nuancer, de nous réapproprier toutes nos histoires, refusant qu'elles soient transformées par qui n'y était pas. Du temps à comprendre que nous n'avons pas à avoir honte d'avoir une conscience, d'être une subjectivité. L'antidote à la honte éprouvée lors de l'épisode de la corde, pour moi, n'a pas été l'accusation. Je conçois tout à fait qu'elle puisse l'être pour d'autres, mais la quête d'une parole juste. D'une reprise en main de l'anecdote. À propos de son livre sur un abus pédocriminel, autrement plus grave que mon histoire londonienne, Vanessa Springora parle de réparation symbolique. Et ajoute avoir toujours su qu'elle ne pourrait se réapproprier cette histoire que par un livre, par autrement. Nous sommes nombreux à avoir été bouleversés par cette démarche. Dire les choses telles qu'elles ont été pour soi, cessant de se considérer via le prisme du désir masculin. Cesser d'avoir peur d'être trop prude, pas assez ouverte, mutine ou intelligente. Cesser de laisser les autres manier, aggraver ou minimiser les termes de son récit. S'assumer comme auteur de son histoire. Je me fiche maintenant de plaire au suffisant. J'ai fini de trouver des excuses à ceux qui dictent asymétriquement les règles du jeu érotique. Et j'ai fini d'éprouver de l'embarras à l'idée d'être ce que je suis, une femme, encore jeune, avec un corps de jeune femme, qui aime être désirée, mais à qui il importe plus encore d'être prise au sérieux. Une femme qui n'éprouve jamais de plaisir à être changée en objet malgré elle. À ce sujet, j'essaye de ne plus avoir honte d'être honnête. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est l'association Le Temps des lecteurs. Et Blandine Rinkel, nous venons donc d'entendre un extrait du livre Les abus gris qui raconte un incident, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Un incident, alors justement le mot est difficile à choisir, mais on va l'appeler l'incident et vous me direz comment vous y référez. J'ai l'impression que c'est un incident domestique. Oui, c'est pas une assiette cassée, c'est sûr. Vous avez 20 ans, vous êtes à Londres et vous êtes abordé, alors c'est cette fameuse d'ailleurs, c'est presque un cliché, vous êtes abordé pour des photos par un couple et l'homme a un certain âge, vous acceptez de suivre ce couple dans leur agence, comme ils l'appellent, et cette séance photo ne prend pas du tout la tournure que vous attendiez. D'ailleurs, et c'est un petit peu aussi le sujet du livre, vous ne savez pas qu'est-ce que vous attendez comme tournure en réalité. Vous avez une espèce de retour de bâton une fois que vous voyez les photos. Et évidemment, vous prenez conscience de ce qui s'est réellement déroulé à ce moment-là. Et on imagine que quand ça se déroule, vous êtes dans une situation de quoi? De doute, c'est de la naïveté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je cherche mes mots. Merci déjà pour la lecture. Pardon, j'avais jamais entendu ce texte-là lu à voix haute, même pas par moi. Donc ça fait bizarre de l'entendre. Oui, donc j'ai 20 ans en effet. Enfin, je veux dire à ce moment-là, j'ai 20 ans. Et je me retrouve dans un appartement avec, vous voyez, un couple. L'homme me propose au début juste de faire des photos. Et vous voyez, c'est terrible parce qu'en fait, voilà, on est au cœur parce que j'essaie juste de restituer là le fait qu'un homme me propose de faire des photos. Et j'ai déjà honte. J'ai honte de quoi? C'est ça qui est terrible. J'ai même pas honte. J'ai pas honte de ce que je m'apprête à vous dire sur ce que l'homme m'a fait faire.
J'ai honte de vous dire, à vous, qu'à un moment, moi, je me suis retrouvée assez vulnérable pour accepter de faire des photos avec un inconnu. Et je fais pas semblant là de vous dire que j'ai honte, j'ai vraiment honte. Parce que je me dis, vous allez me juger, vous allez vous dire, ah mais c'est pas tout à fait un écrivain, elle s'est retrouvée à faire des photos, on va le comprendre, un peu dénudée, avec quelqu'un quand elle avait 20 ans. Houellebecq aurait pas fait ça, il fait pire, il fait de la pornographie. Mais c'est un homme, non mais je veux dire, mais je veux dire, une femme qui ferait l'équivalent, on ne la regarderait pas du tout de la même manière en fait. Et voilà, et la honte, elle commence là, quoi. Elle commence dans le fait que je balbutie pour répondre à votre question. Et c'est un texte qui interroge évidemment ça. Et donc cet homme, il y a une femme, et la femme dit qu'elle nous abandonne, quoi. Elle part de la pièce, je ne sais plus sous quel prétexte, quelque chose, des courses, quelque chose, n'importe quoi. Bon, je me retrouve seule dans la banlieue de Nantes, j'allais dire de Londres, avec cet homme qui me demande si ça me gêne d'enlever mes vêtements. Pas tout à fait certaine. Pourquoi pas enlever mon pull? J'enlève mon pull. Pourquoi pas enlever mon t-shirt? Pas tout à fait certaine, mais je le fais quand même. Et il me demande d'enlever tous mes vêtements. Évidemment, il y a un moment où, au début, en effet, il y a quelque chose comme de la curiosité, de ne pas savoir, de me dire, bon, c'est un photographe, il est plus âgé que moi, il a l'air d'être artiste, il y a le fait, à 20 ans, d'être impressionné par peut-être toute une moralité d'artiste. Voilà, tout ce qui serait une ouverture d'esprit qu'ont les artistes, que n'auraient pas. Enfin, je veux dire, je vous restitue ce qu'une jeune femme de 20 ans se dit à ce moment-là, quoi. Jeune femme, moi. Tiens, il y a quelque chose que sans doute je n'ai pas compris. Il a l'air de me demander ça comme si ce n'était pas du tout quelque chose d'embarrassant. Je veux me montrer à la hauteur de son esprit libéré. Clairement, dans sa manière de présenter les choses et tout ça, il y avait l'idée, c'est un libertin anglais, donc il y a aussi un peu ce panache, quoi. C'est un monde que je ne connais pas, c'est une langue que je ne maîtrise pas tout à fait. Ce sont des codes que sans doute je n'ai pas compris. J'ai vraiment, ça a presque duré, je pense, 10 ans en fait, le fait que j'accepte de faire pas des photos pornographiques à chaque fois, mais de faire des choses que je n'ai pas tout à fait envie de faire en me disant, il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre. Si les gens me demandent avec tant d'assurance de faire telle ou telle chose, ils doivent avoir leur raison. Sinon, s'ils n'avaient pas de raison, ils seraient comme moi, ils seraient embarrassés, ils me le demanderaient avec beaucoup plus de délicatesse. Puisqu'ils le demandent avec très peu de délicatesse, ils doivent avoir ses raisons. Et ça, j'ai mis vraiment longtemps à m'en débarrasser. Et encore aujourd'hui, je pense que je et la nécessité de montrer qu'on est à la hauteur des circonstances aussi. Oui, vraiment. Et donc, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est pas tant, on en a eu plein, quoi, des récits de, je sais pas comment on peut qualifier ça, en l'occurrence, il y a quand même un abus de pouvoir. On peut le qualifier d'abus de pouvoir de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, qui sait qu'il vous impressionne et qui vous demande de vous mettre nu et qui me demande de me mettre sur son bureau, de manipuler une corde et de faire des choses très clairement pornographiques. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas un moment où il m'a demandé est-ce que tu es d'accord de faire ça, quoi. Il me le demande, il me l'ordonne. Je me retrouve à faire des photos qui sont prises par un inconnu dans une banlieue. Et ces photos vont rester dans l'ordinateur de cet inconnu. Et c'est des photos, je n'entrerai pas dans les détails parce que je serais pas à l'aise de le faire, mais c'est des photos qui sont vraiment pornographiques. Et c'est pas un choix. C'est pas un choix à ce moment-là. Donc oui, il y a un abus de pouvoir. C'est évident que quand on fait faire ça à quelqu'un de jeune, on s'assure de son consentement. Si on ne s'assure pas, c'est un abus de pouvoir. Est-ce que c'est une agression sexuelle ? Je ne sais pas. Si ça se qualifie comme ça, je ne sais pas. On est dans une zone trouble. Mais à quoi je répondais ? Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Oui, se montrer à la hauteur. Oui, non, c'est ça. Voilà. Mais on en a quand même pas mal des récits de ça. Mais moi, ce qui m'intéressait d'écrire, que j'avais peut-être pas lu, formulé, quoi. Enfin, j'avais pas tout à fait lu ça. C'était de décrire le mépris que j'avais moi-même intégré à l'égard de moi-même, jeune femme. Le mépris que les jeunes femmes peuvent avoir à l'égard des jeunes femmes. C'est-à-dire qu'on accepte de faire des choses qui sont humiliantes. Parce qu'on se dit d'une certaine manière, je l'ai bien mérité. Je suis méprisable, donc on peut me demander de faire des choses qui sont, qui me font pas plaisir. Et moi, j'ai longtemps eu du mépris pour les jeunes femmes en mon genre. J'en ai encore. Je veux dire, ça résiste, ça reste, quoi. Mépris qu'on voit dans des toutes petites choses, par exemple une peur panique de la couleur rose.
Mais vraiment un truc, maintenant je l'ai dépassé. Non mais je l'ai dépassé, je trouve que c'est une belle couleur en fait, c'est une couleur tout simplement. Mais j'avais tellement peur en fait que j'avais tellement peur de ne pas être crédible, d'être une jeune femme dont on peut se foutre, quoi. C'est ça en fait, se foutre dans tous les sens du terme. J'avais tellement peur de ça que par exemple l'idée de porter du rose me paniquait. J'arrivais plus à voir ça comme une couleur, quoi. Me paniquait, je sais pas une crise d'angoisse, mais vous voyez, là je prends la symbolique. Un petit, voilà, c'est juste pour montrer une petite chose qui est symptomatique de ça. Et puis ça peut aller à un mépris qui est beaucoup plus, qui engage beaucoup plus de violence retournée contre soi-même, quoi. Et accepter, des choses sexuelles, des choses parce qu'en fait on se dit mais finalement je ne mérite que ça. Et je pose la question en fait d'où vient le fait d'être si impressionnable. Alors il y a sans doute quelque chose de tempérament, quelque chose de singulier et tout ça. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus social, de plus sociétal. Et vu les retours que j'ai eus suite à la parution, c'est un texte vraiment très court et que j'avais au départ écrit pour un recueil collectif et puis qu'on m'a proposé de faire reparaître donc aux éditions 1001 Nuits. Et puis c'est vrai que c'est un texte qui a poussé, je pense, beaucoup de jeunes femmes principalement à m'écrire, quoi. J'ai reçu quand même pas mal de messages en me disant en fait qu'elles étaient embarrassées parce qu'elles n'avaient juste au moment de MeToo et tout ça, elles n'avaient pas du tout eu envie en fait de dénoncer qui que ce soit. Et que du coup elles restaient seules avec quand même des situations embarrassantes, d'abus, d'agressions, de choses qui sont pas envie de le dénoncer parce que ça serait faux, ce serait raconter l'histoire d'une manière fausse que de dire il m'a vraiment forcé. Non, c'est pas cas. C'est plus compliqué que ça, quoi. Et que du coup, elle ne savait pas du tout quoi faire en fait de ces histoires. Et voilà, et que donc je me suis dit bon. On va y revenir parce que j'aimerais qu'on rentre aussi dans le livre de Laura Poggioli, Trois sœurs, parce qu'il y aura évidemment forcément des ponts avec une expérience que vous décrivez. Trois sœurs, vous partez d'une histoire vraie, c'est-à-dire l'histoire des trois sœurs, c'est les Khachaturian, je crois. Khachaturian, qui sont trois jeunes adolescentes qui tuent leur père après des années d'abus, de violences répétés et de viol. Et parallèlement, vous racontez votre histoire de jeune étudiante à Moscou, où vous avez vécu pendant 2 ans, je crois, et où vous rencontrez un grand amour, un jeune garçon russe, le prince russe, comme vous l'appelez, joli garçon, séduisant, tendre, qui vous fait vivre des moments absolument fabuleux, mais avec qui, à un moment donné, les choses vont prendre une autre tournure. Je propose qu'on écoute un extrait de ce livre, cette fois bien par Isia, Lisa et Mariam, et on en reparle dans un instant. Une voix anonyme racontait une histoire anonyme. Une histoire qui ressemblait à des dizaines d'autres, à des centaines d'autres. Je m'en rendais compte avec stupeur en poursuivant mes recherches. Car ces histoires étaient nombreuses, très nombreuses, incroyablement nombreuses, et pourtant je ne les avais pas croisées quand je vivais à Moscou. Avec l'affaire des sœurs Khachaturian, je découvrais à quel point les violences domestiques étaient un fléau en Russie. Je savais que des hommes y battaient leurs femmes. Je savais que cela existait, mais pas dans de telles proportions. Mitya, mon ex-petit copain russe, avec qui j'avais vécu plusieurs mois, m'avait donné quelques coups, comme ça, pas grand-chose. C'était sûrement un peu ma faute en plus. Un peu ma faute ? Vraiment ? Les quelques fois où j'avais raconté mon histoire, on m'avait dit « Oh oui, je connais telle ou telle Française à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou à Yekaterinbourg. Elle n'est pas bien tombée, tu sais. » Il buvait. J'avais dû acquiescer silencieusement. Ah oui, il buvait. J'étais habituée à entendre que l'alcool justifie les coups. J'avais entendu cela pour expliquer ce que certains de mes aïeux avaient mis à leurs femmes. Et puis aussi que l'alcool et la violence, c'était lié au travail ouvrier, à la misère. C'était triste, mais c'était ainsi. Un peu comme les litres de bière et de vodka que buvait le père de Marina quand il sortait de l'usine Severstal de Tcheripovest. Mais maintenant, c'était fini. Il n'y avait plus de femmes battues dans ma famille depuis que l'ascenseur social était passé par là. Il n'était pas vraiment mauvais, tu sais. Il buvait parce que la vie était compliquée. Et puis après, il n'arrivait plus à se contrôler. Combien de fois avais-je entendu cela quand on évoquait les temps passés ? Pourtant, moi, quand je bois,
Je ne roue de coups personne. Je fais du mal à moi. Rien qu'à moi. Merci beaucoup. Pourtant, moi, quand je bois, je ne fais de mal à personne. Je ne fais du mal qu'à moi, rien qu'à moi. C'est une phrase qui m'a vraiment frappée quand je l'ai lue parce qu'elle est d'une évidence limpide et pourtant, on l'oublie trop souvent. J'aimerais d'abord que vous nous disiez, Laura, quel a été l'élément déclencheur de ce livre qui ensuite a généré cette histoire en 2 temps, c'est-à-dire à la fois l'histoire des 3 sœurs, qui est absolument terrible, et en même temps votre propre expérience d'une Russie que par ailleurs vous avez énormément aimée et dans laquelle vous avez vécu aussi de très très beaux moments, mais où il y a cette tache sombre de votre histoire personnelle. Merci beaucoup pour la lecture. Et merci à tous d'être ici aujourd'hui. Alors, le point de départ, c'est un voyage, c'est mon dernier voyage à Moscou, fin 2019. Alors, je ne suis pas russe, mais j'ai vécu en Russie pendant mes études. Et normalement, j'y retourne régulièrement, tous les 2 ans environ. Mais là, ce dernier voyage, c'était en 2019. Et donc, on était un petit peu plus d'1 an après le mouvement MeToo, chez nous, qui avait été un moment de libération de la parole, où je m'étais mise à beaucoup parler avec mes amis, notamment d'histoires dont on n'avait jamais parlé auparavant. Et quand je vais en Russie, je retrouve des amis, une amie notamment de qui je suis très proche, et du coup je me demande en fait s'il y a eu tout simplement quelque chose de similaire en Russie. Et donc non, certaines ont même du mal à comprendre de quoi je parle quand je dis #MeToo. Et puis quand même petit à petit, certaines me disent mais il faudrait que tu regardes, il y a tel et tel activiste qui fait des choses, dénonce situation des femmes en Russie. Et en fait, en allant regarder sur les réseaux sociaux, tout simplement les comptes de ces activistes, que je découvre l'affaire de ces 3 sœurs, donc Christina, Angelina et Maria Ratchatourian, donc 3 sœurs qui, 1 an plus tôt, avaient commis un parricide, assassiné leur père. Elles avaient 17, 18 et 19 ans alors, et c'est une affaire qui a eu un écho très très important en Russie, parce que très vite on apprend qu'elles étaient victimes de violences absolument terribles, que tout ça avait été signalé, mais que rien n'avait été mis en œuvre par l'État russe pour les protéger. Et je suis en fait vraiment happée par cette histoire. Enfin, c'est vraiment ça le point de départ. Je rentre de ce voyage avec les visages de ces filles. Ça touche quelque chose, vraiment quelque chose en moi de très fort. Et au départ, je me dis, j'avais un projet de film documentaire avec un ami qui est réalisateur de documentaires. Donc je contacte l'avocat des filles avec ce projet, etc. Et puis en fait, il y a le confinement qui arrive, qui met un terme à ce projet. Je reste avec cette histoire. Et voilà, je m'étais toujours dit, un jour, j'écrirai mon roman russe. Et c'est ça. Et en fait, j'ai quand même un moment de flottement, parce que donc, cette affaire, c'est un peu la pointe de l'iceberg, et je découvre en fait des chiffres absolument hallucinants sur la violence domestique en Russie, dont je n'avais pas idée, même si j'ai vécu en Russie, même si je connais bien le pays. Enfin, j'ai un rapport très affectif en fait à la Russie. Je ne suis pas politologue, je ne suis pas experte de relations internationales. Enfin, je ne connaissais pas ces éléments-là. Et j'ai même un moment de flottement, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment cette histoire que j'ai envie de raconter sur la Russie ? Parce que j'aime ce pays, on n'est pas dans le contexte d'aujourd'hui non plus. Et j'hésite, je ne voulais pas écrire un brûlot sur la Russie. Puis en fait, je me dis, non mais je dois raconter ça, parce que ça touche quelque chose de beaucoup trop fort en moi. Ça me ramène aux années que j'ai vécues dans ce pays. Donc c'était en 2004-2005 pendant mes études. J'habitais en fait dans un Apshejiti, une cité universitaire russe, où il y avait très 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 peu d'étudiants occidentaux. Et donc j'ai vécu une histoire d'amour avec un jeune homme que j'ai renommé Mitya dans le livre. Et c'était une relation d'emprise, c'était une expérience de la violence absolument incomparable avec la violence vécue par ces 3 sœurs. Mais il y avait tout de même ça, mais j'avais mis vraiment ça de côté, je ne m'étais pas réinterrogée dessus.
Et donc je me dis, voilà, c'est tout ça que je dois raconter. Il y a l'histoire de ces filles, il y a un sujet de société qui est important, mais dans ce pays-là. Mais en même temps, je veux faire rentrer les lecteurs dans cette histoire avec mon histoire à moi, donc mon rapport à la Russie, mon histoire avec ce garçon. Et cette histoire aussi, ça me permet de me questionner plus largement sur moi, mon rapport aux hommes, à leur violence, à leur désir, à ce qui fait que j'ai accepté, parce que je restais une situation. Alors, c'était beaucoup de violence psychologique, il y a eu quelques scènes de violence physique, mais beaucoup de violence psychologique. Pourquoi moi j'ai accepté ça? Et du coup, je questionne aussi d'autres de petits moments de ma vie, de ma relation aux hommes qui ont précédé, et notamment un abus gris. Tout ce que tu disais me parlait beaucoup. Je raconte à un moment dans le livre une histoire avec un professeur quand je suis au collège, et donc finalement l'histoire ne va pas jusqu'au bout, mais c'est quelqu'un qui a 25 ans de plus que moi, dont je suis quand même amoureuse, donc je provoque peut-être un peu aussi des choses, mais il y a un abus d'autorité clairement, mais c'est très voilà, c'est une histoire qui me marque profondément et qui modifie profondément mon rapport aux hommes et à moi-même, avec après un mépris en fait envers moi que je traîne pendant des années et des années. Il y a plein de situations dans lesquelles je me mets je consens, mais sans consentir vraiment. Et l'aboutissement de tout ce parcours intime, c'est vrai que c'est cette histoire en fait en Russie. Et donc je questionne tout ça, je mélange tout ça. Ce qui est aussi intéressant et frappant, c'est que à l'aune du contexte dans lequel vous racontez ces histoires et de la Russie, c'est que vous décrivez un pays dans lequel il y a une décomplexion par rapport au fait de minimiser les actes de violence, mais ce qui, d'une certaine manière, sur un plan purement sociétal, nous donne à voir de façon très en relief des choses qui existent aussi ailleurs, mais sur lesquelles il n'y a pas cette décomplexion, en tout cas officielle, et donc on en parle moins. Or là, vous arrivez à décortiquer quelque chose, parce qu'en fait, personne quasiment ne s'en défend. Vous donnez ce proverbe absolument hallucinant qui est « s'il te bat, c'est qu'il t'aime ». Un proverbe courant manifestement qui aime bien châtie bien. Voilà, alors oui, alors après c'est pas tout à fait, mais non, mais tu as raison de le dire, mais quand même bizarre, complètement en fait. Tout à fait. Après en russe c'est vraiment le verbe battre, donc ça va un peu plus loin que châtier, mais tu as raison, je le dis souvent d'ailleurs en rencontre. Et après c'est pas non plus un proverbe que les Russes emploient à longueur de temps. J'espère. Il est beaucoup repris par les activistes dont je parlais tout à l'heure aussi pour dénoncer justement cet état de fait dans leur société, etc. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé. Après moi je l'entendais pas au quotidien non plus tous les jours, mais c'est vrai qu'il veut dire quelque chose et qu'encore une fois le mot est plus fort quand même que châtier. Mais oui, du coup moi dans ce livre, après c'est pas un essai, enfin, je reste vraiment, mais j'essaie d'éclairer vraiment les différents aspects de la société russe et de m'interroger sur les relations entre les hommes et les femmes, leur rapport à la violence et à l'intime aussi, qui est très particulier en Russie. Il y a, Blandine Rinkel, la question de la prise de conscience. C'est-à-dire que vous décriviez tout à l'heure ce moment qui, comme vous le disiez, vous gêne encore aujourd'hui, où en fait vous faites quelque chose parce que la manière dont c'est, on va dire, mis en scène, en fait, tout est fait pour que vous acceptiez en réalité. Qu'est-ce qui fait qu'on a à un moment donné une prise de conscience? En l'occurrence, dans Abus Gris, c'est les photos. Dans le livre Vers la violence, où il est question d'un père avec un rapport d'amour et de violence entre une fille et son père, il y a aussi une prise de conscience très tardive. Qu'est-ce qui génère comme ça cet éveil? La distance, l'écart. De manière générale, je pense, les prises de conscience, quand on vit les choses, on les conscientise pas, quoi. On les vit. Je veux dire, là, par exemple, on est en train de vivre une rencontre, on n'y comprend rien encore. Je veux dire, on s'écoute, on se regarde, voilà, bon. Mais peut-être que dans 3 mois, on se rendra compte. Enfin, il y a une idée qui sortira de ce qu'on est en train de vivre, quoi. Et donc, en l'occurrence, oui, c'est-à-dire que je fais ces photos. Je pars et je suis pas du tout traumatisée. Et ça, j'insiste là-dessus et j'insiste encore aujourd'hui là-dessus. Je ne suis pas traumatisée par je veux pas qu'on m'oblige à dire si tu es traumatisée. Je ne suis pas traumatisée. Je trouve ça triste, je trouve ça regrettable, je trouve que ça dit quelque chose d'un rapport. Mais je ne suis pas. Le mot traumatisé est un mot fort et je pense qu'il faut l'employer pour ce qu'il signale. Je continue ma vie, quoi. Je fais ma vie, bon.
Et puis je reçois, en effet, je reçois un mail et j'ouvre le mail. Et en fait, à ce moment-là, je suis avec mon copain, un homme avec qui je vis, à Londres. Et j'ouvre le mail. Et là, je vois des photos de moi. Et ce qui me fait... J'ai cette phrase dans le texte, la honte m'électrocute, à ce moment-là. Et je dis que ce qui me fait honte, bien sûr, c'est le fait de voir des photos de soi encordées, nues, alors que ça ne ressemble pas du tout à mon tempérament. Enfin, de voir que quelqu'un qui me connaît, voit cette chose en même temps que moi, c'est évidemment la honte est double, quoi. Mais ce qui me fait le plus honte, c'est de voir mon regard sur ces photos. C'est-à-dire de voir que j'essaye de faire semblant d'être au-dessus de la situation, alors que je suis soumise. Je dis, je crois dans les abus gris, je vois une jeune femme qui joue à la marquise de Merteuil alors qu'elle est en train de se faire abuser. Et c'est ça, c'est ça qui me bouleverse, ça me donne honte, quoi, en voyant les photos, c'est de voir cette tentative un peu minable, quoi, de faire semblant qu'en fait c'est moi qui maîtrise, alors que c'est évidemment pas moi qui maîtrise. Mais tout ça, je m'en rends compte parce que je suis loin du photographe, parce que je pense que quelques semaines ont passé, quoi, entre le moment où je fais ça et le moment où je vois les photos. Et encore au moment où je vois les photos, finalement la honte m'électrocute. Avec mon ami, je supprime aussitôt les photos parce que je trouve ça atroce qu'il le voit. En plus, je pense qu'il y a les photos partent à la corbeille aussitôt. Et on éclate de rire. Et vraiment, ce qui suit ça, c'est pas du tout une déchirure. On éclate d'un rire noir, quoi. D'un rire qui dit, oh là là, à quoi ressemblent nos vies, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Une espèce de truc comme ça, absurde. Et en fait, pendant des années, c'est tout. C'est tout ce qui se passe, quoi. Je veux dire, c'est pas... et c'est un épisode parmi d'autres. Enfin, c'est-à-dire que j'en ai pris un, mais j'en ai plein, en fait, des petits récits comme ça, de choses un peu... Quand on s'y penche de près, quand même, voilà, avec quand même un vrai abus, qui sont vraiment humiliantes, et en même temps, un rire peut balayer tout ça très vite aussi. Et je ne veux pas, en y donnant de l'importance, soudain, balayer ce rire qu'on a eu et qui protège aussi de quelque chose. Enfin, je veux dire, il existe ce rire aussi, vraiment. Quoi. Si je peux me permettre, ce qui est aussi important, c'est que vous ne riez pas seul, vous riez avec quelqu'un. Oui. Et en fait, ça pose aussi la question du regard de l'autre, c'est-à-dire la dédramatisation, le fait que ça ne devienne pas un traumatisme. Est-ce que ça n'est pas aussi lié au fait que vous partagez cette... défaite du quotidien avec quelqu'un qui va porter un regard jovial sur la situation et qui va vous aider à le voir différemment. Oui, et je pense que c'est même pas... la personne en question, avec qui je suis toujours d'ailleurs, est intelligente. C'est pas un rire qui veut dire « on s'en fout ». C'est un rire qui dit évidemment que c'est humiliant, évidemment que je sais que tu es embarrassé, que j'ai assisté à ça, en plus de l'avoir fait. Mais on va en rire comme on s'aime, en fait. On va en rire pour dire la vie continue et c'est un rire de tendresse, en fait, quoi. Et en effet, ça sauve quand même. Ça sauve vraiment. Ça sauve de la solitude face à des trucs de honte qui sinon peuvent prendre des dimensions terribles en soi, en fait. Si on ne peut pas justement... En fait, c'est ça. Il y a l'expression qui a été lue, mais que j'aime beaucoup et à laquelle je pense beaucoup. Dédramatisation sans déni. Et vraiment, le sans déni est important, quoi. Parce que souvent, quand on raconte des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a vécues, c'est vrai qu'à l'oral, ça arrive, ce rire, il vient vite, en fait. Enfin, je veux dire, même là, tout à l'heure, on parlait d'un décès récent. Évidemment, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas s'écraser, on peut pas, en fait. Je veux dire, on vit les uns avec les autres. Donc, le rire, c'est une manière de protection, c'est une manière aussi de colonne vertébrale. Ça aide à tenir, ça aide à... Mais le rire, à mon avis, est sain quand il est sans déni, quoi. Quand on sent bien qu'on a néanmoins vu, entendu que la chose était grave et qu'elle était vécue. Et c'est cette chose-là sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est l'inverse, quoi. On a l'impression que tout est extrêmement grave, toujours, extrêmement outré. C'est vraiment des points d'exclamation, des majuscules, des dénonces. Et moi, je suis pas à l'aise non plus avec ça parce que c'est pas comme ça que je vis les choses, quoi. Donc c'est ça que j'ai essayé de trouver dans ce texte. Et que ça annule peut-être aussi un peu le débat et la possibilité justement de libérer la parole. Exactement, et que ça la fige en fait, et qu'on dit voilà l'horreur et voilà le coupable. Et parfois, je pense que ça peut être vraiment libérateur. Hein. Mais moi, par rapport aux choses que je veux dire, ça ne me va pas parce que ça aliène mon expérience et ça aliène la manière dont je l'ai vécu. Je ne l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vécu dans ce mélange de grande gravité, en même temps de vie qui passe, de rire et de tragique. Voilà.
Laura Poggioli, dans un tout autre registre, bien évidemment, il y a une chose évidemment qui est frappante, c'est que à partir du moment où on arrête les trois sœurs, tous leurs détracteurs vont commencer à dire mais regardez, elles étaient très bien habillées, elles avaient tout ce qu'elles voulaient, elles avaient une vie quasi parfaite, si on en écoute un peu la manière dont les choses sont présentées. Il y a des photos sur Instagram où elles ont l'air... semble-t-il, en pleine forme, etc., de jeunes filles de leur âge tout à fait normal. Et en fait, ce regard qui va être porté nous donne la sensation que, sous prétexte qu'elle donne l'image de la respectabilité, ça voudrait dire que derrière le paravent, forcément, il n'y a aucun problème. C'est qu'en fait, l'image, tout d'un coup, interdit la possibilité à ces jeunes filles de révéler quelque chose de plus sombre. C'est aussi ça que raconte finalement ce procès et tout le débat autour des trois sœurs. C'est le regard des autres qui a un rôle fondamental dans la manière dont on va élucider un problème comme celui-là. Oui, alors après, ce que ça met en avant aussi, toutes ces réactions là, que vous soulignez, donc, dont je parle dans le livre, c'est le rapport là, de la société russe quand même, parce que là, dans le cas de ces filles, on parle de violences vraiment terribles, il y a eu des expertises psychiatriques nombreuses, il y a eu des dénonciations de quand même de tous leurs proches, des voisins, etc. Enfin, il n'y a pas de doute sur ce qu'elles ont vécu. Après, la grosse question, c'est est-ce que... la question de la légitime défense, il y a en fait toute une partie de la société qui dit que ces trois sœurs, elles doivent être condamnées et passer le reste de leur vie en prison, et d'autres qui, au contraire, parlent de ce qu'elles vivaient. Et en fait, ceux qui disent qu'elles doivent aller en prison, c'est ceux qui ont les réactions que vous venez de mentionner. Elles étaient bien habillées, elles ont fait ça pour l'argent, elles avaient l'air heureuses, parce qu'il y a une méconnaissance vraiment très forte en Russie des mécanismes de l'emprise dont on ne parle, pour le coup, pas du tout. Et moi, ça m'a vraiment interrogée, parce que dans tout mon travail d'enquête, j'ai regardé, il y a eu beaucoup d'émissions, des heures entières un peu de talk show, où il y avait des gens des deux côtés qui venaient parler, donc à la fois des proches de la famille, mais aussi des personnes de la société civile, des avocats, etc. Enfin, plein de personnes, des personnalités, et très peu parlaient de l'emprise, en fait. Et bon, nous, quand même s'il y a beaucoup de choses encore à transformer, on parle plus quand même de ces mécanismes-là depuis quelques années. C'est vrai qu'en Russie, pas du tout. Et ça m'a beaucoup interpellée. Alors, certaines personnes, si, il y a ces activistes dont je parlais tout à l'heure, et il y avait vraiment, avant le début de la guerre en Ukraine, tout un espace quand même de parole sur les réseaux sociaux. Alors avec tout ce qu'il peut y avoir de problématiques, comme tu le disais, Blandine, de choses qui sont figées, etc. Mais là, il y avait quand même, dans le contexte très particulier de la Russie, un espace de parole et où il n'y avait pas de censure qui n'existe plus là depuis le début de la guerre. Dans la continuité de ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que finalement la question de ce que j'autorise aux autres à me faire, à l'autre à me faire, est-ce que un des grands sujets, ça n'est pas qu'est-ce qu'on voit nous quand on se regarde dans le miroir, c'est-à-dire quelle est l'estime qu'on peut porter à soi-même, qu'est-ce qu'on considère mérité, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que ça commence pas aussi par ça, au-delà d'une pédagogie plus générale concernant les relations hommes-femmes, est-ce que ça commence pas aussi chez les femmes par la nécessité de valoriser en fait ce qu'on est et de ne pas considérer que on est une nourriture à jeter en pâture au moindre désir des autres, sous prétexte qu'on a envie de plaire. L'un n'interdit pas l'autre. Je viens de relire La religieuse de Diderot. Ça vous étonne hein, comme réponse. Je viens de relire La religieuse de Diderot. Et à la toute fin, texte vraiment étonnant quand même, texte très ça veut toujours tout et rien dire en avance, mais c'est vrai que c'est étonnant que Diderot écrit ce texte au XVIIIe siècle, donc c'est une religieuse qui raconte son enfermement et qui est prise de liberté et qui se pose des questions de consentement. Et c'est une jeune femme, et voilà, bon, c'est étonnant quoi, plein de questions qui sont extrêmement actuelles et c'est drôle de les lire là. Et à la toute fin du texte, donc c'est une religieuse qui fait tout un monologue
pour raconter ses déboires, quoi, pour raconter comment elle essaye de s'échapper du couvent. Et elle finit en disant je viens de relire toutes ces mémoires et je me suis rendu compte, en les lisant à tête reposée, que je m'étais montrée aussi malheureuse que je le suis, mais bien plus aimable. Alors elle emploie le mot aimable, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça pourrait être charmante ou séduisante, qu'à la vérité je ne le suis. Et elle ajoute serait-ce que nous croyons les hommes plus sensibles à la peinture de nos peines, non, moins sensibles à la peinture de nos peines qu'à l'image de nos charmes, et nous promettrions-nous plus de facilité encore à les séduire qu'à les toucher? C'est ce que je crois. Donc ce qu'elle dit en gros, c'est qu'elle s'est montrée finalement, même dans ses malheurs, dans ses peines et tout ça, ce qui a primé, c'était de se montrer comme séduisante, excitante. C'était quand même finalement de rassurer le désir de l'homme, quoi. Alors c'est Diderot qui écrit, mais j'ai trouvé ça très très juste, quoi. Et elle se dit finalement, c'est presque là, parce que donc elle écrit cette lettre pour être libérée. Hein, c'est la religieuse, elle envoie cette lettre pour être libérée de son couvent. Et elle se dit finalement, si je veux vraiment le toucher, la première chose que je dois faire, c'est finalement pas d'écrire mes peines, mais c'est d'abord m'assurer de lui plaire, quoi. Et donc tout ça pour dire, réponse longue, mais pour dire que ça vient de loin, quoi, cette affaire. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on est une femme, une jeune femme, on peut essayer d'être, voilà, enfin, on essaie de se ressembler et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce premier truc, quoi, de dire je veux quand même d'abord être désirée. Et c'est une vraie question, quoi. Comment vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi je me pose aussi toutes ces questions. Après, trouver une réponse sur comment faire pour que cela change, je ne sais pas, mais je pense qu'on a beau... Oui, se poser plein de questions, être éveillé, se dire je veux pas être comme ça. En fait, on a ça de tellement intériorisé, ça vient de tellement loin. Alors après, peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, elles se poseront ces questions plus tôt. Moi, c'est vrai que c'est des questions que je me pose vraiment depuis quelques années. Je pense que je me les posais pas plus jeune. Quand j'étais adolescente, même par rapport à l'histoire que je racontais tout à l'heure. Est-ce que c'était lié à l'âge? Est-ce qu'il n'y a que la distance, comme tu le disais tout à l'heure aussi, qui permet de prendre du recul par rapport à ça? Mais même avec toutes les réflexions et toutes les lectures, je pense que malgré tout, il y a des choses qui viennent de tellement loin. Oui, et puis ce serait demi-habile, il me semble, que de dire fuck le désir. Non, mais que de dire on s'en fout, et voilà. Et je veux dire, évidemment que c'est ça qui nous fait vivre aussi, enfin, le désir, le fait d'être désiré, le fait de se plaire, le fait de... Donc ça ne peut pas être résolu facilement non plus, quoi. Mais le désir, c'est une chose, oui. Devenir un caméléon dans le but de plaire, c'en est une autre. Mais c'est cette confusion-là, je pense, qu'on fait, et je pense que c'est cette confusion-là qui est typiquement féminine et qui est sociétale, quoi. C'est qu'en effet, l'homme aussi, sans doute, veut séduire, et grâce à Dieu, j'allais dire, mais c'est parce que je viens de relire la religieuse. mais je pense que enfin, moi, je trouve ça joyeux, quoi, la séduction, le fait qu'il y ait du désir dans l'air, le fait, enfin voilà, tout ça, j'y tiens, j'ai pas envie que ça disparaisse, quoi. Mais en effet, peut-être, il va être moins caméléon, il va plus se dire, bah ouais, je vais séduire parce que, par exemple, je fais, s'il est écrivain, une grande œuvre, et que enfin voilà, ça va, alors qu'une femme va se dire, bah, qu'est-ce qu'il attend de moi, quoi. Peut-être qu'elle va anticiper davantage, en fait, le désir de l'autre. C'est peut-être ça, là. Si on faisait une différence genrée du rapport au désir, ce serait peut-être ça. Mais en fait, ça explique un petit peu, enfin partiellement, ce que vous racontiez à propos du photographe, c'est-à-dire de vous regarder, d'être attentive, non pas à ce qui vous met en danger, non pas à ce qui peut vous humilier, mais d'être attentive à ce qui va satisfaire la personne qu'on a en face. Et donc, on perd la mesure de ce qui est acceptable, en fait, puisque la seule chose acceptable, c'est le désir de l'autre. Je raconte un détail, c'est pareil, mais maintenant, j'ai décidé de plus en avoir honte, j'en ai marre. Mais il y a un détail dans cette histoire. J'ai vraiment failli plusieurs fois retirer la phrase tellement donc il me demande d'enlever ma culotte, ce photographe, à un moment. J'hésite à le faire, j'hésite pas à le faire parce que j'oserais dire qu'en fait j'ai pas envie de le faire. J'hésite à le faire parce que je ne suis pas épilée. Et que je me dis, s'il le voit, j'ai peur de voir dans son regard. C'est quand même terrible, quoi. Je veux dire, c'est quand même... Et c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est vrai, pour le coup, je me ressens encore éprouver ça, me dire, ah merde, il va se dire que je suis pas si séduisante que j'en avais l'air, quoi. Alors que, évidemment, que je n'avais aucune envie dans la culotte pour d'autres raisons. Mais c'est ça ma première inquiétude. Et ça, je trouve que ça, c'est très parlant, quoi. Ce petit détail, il en dit long, quoi, sur la peur panique qu'on a de ne pas être à la hauteur de ce que l'homme veut, attend, désire de nous.
Il y a, puisque vous dites ça vient de loin, et puis évidemment la cellule familiale, elle est importante. Avant que ça vienne de loin, ça vient déjà de chez soi. Je pense d'abord aux sœurs, puisqu'elles grandissent quand même dans une famille où déjà leur mère est abusée, frappée, et surtout, si j'ose dire, non pas que ça me choque autant, mais ce qui m'interpelle, c'est l'humiliation. Pour faire le lien avec ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que pour que la mère puisse être battue et molestée de cette manière, ça passe d'abord par un travail de sape mentale. Et c'est ça qui est terrible chez le père de ces 3 sœurs, c'est qu'il commence d'abord par les démolir psychologiquement. Oui, et puis là, c'est vraiment une relation d'abus, d'emprise. Alors quand en plus la mère, je l'ai beaucoup entendu parler, raconter à Aurélia. Là, elle explique qu'elle est arrivée donc au moment de la chute de l'Union soviétique à Moscou, de Moldavie. Lui était beaucoup plus âgé qu'elle, et elle s'est sentie d'une certaine façon rassurée, protégée par cet homme, alors que dès le début, effectivement, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'humiliation, mais il arrive à mettre en place quelque chose qui fait qu'elle reste. Et puis après, il y a vraiment une mise sous dépendance qui se fait petit à petit. Et puis avec aussi les enfants, avec 4 enfants coup sur coup en 4 ans. Donc là, après, comment on part pas. Et puis, cette espèce de huis clos qui se referme. Alors, au début, la mère est là, et puis après, donc, la mère part. Et la dernière année, les filles, elles sortent pas, elles ne font pas plus de 10 jours à l'école en 1 an. Donc, elles sont vraiment enfermées, elles sont plus que toutes seules avec ce père qui est vraiment... C'est un tyran, c'est un ogre. Après, c'est une figure vraiment... On est dans quelque chose de très extrême, mais c'est vrai qu'elles ne s'en vont pas, les filles. Après, il y a aussi des particularités, qui sont propres à la Russie. Ça, j'ai entendu beaucoup, justement, de ceux qui disent voilà, elles n'auraient pas dû faire ça, elles auraient dû partir. Mais sauf qu'en Russie, déjà partir, c'est encore plus... c'est compliqué chez nous aussi, mais il n'y a vraiment pas de structure pour accueillir les personnes victimes de violences intrafamiliales en Russie. Alors, il y en avait un petit peu avant, et en fait en Russie depuis 2012 il y a une loi sur les agents de l'étranger, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut recevoir cette étiquette agent de l'étranger, donc soit si tu es une artiste, une personnalité, une organisation, une association, si elle est accusée d'avoir des liens et notamment d'être financée par l'étranger. Du coup, le peu d'organisations effectivement d'ailleurs étaient financées par l'étranger, d'ONG qui pouvaient accueillir les personnes victimes de violences intrafamiliales, et du coup il n'y en a quasiment plus en Russie depuis 20 ans. Depuis 10 ans, pardon. Mais d'ailleurs, c'est symptomatique, donc évidemment dans un tout autre registre. Vous racontez cette anecdote où votre famille vient vous rendre visite, et en fait, ça met Mitya, comme vous l'appelez, dans une colère noire. Et en fait, on a le sentiment que le fait qu'il y ait une famille qui soit capable de vous servir de protection, de cocon, comment dirais-je, de lieu de fuite aussi potentiellement, c'est la perte du contrôle en fait qui le rend agressif. Ça, je pense que dans toutes les relations d'emprise, de toute façon, ça se passe comme ça. La personne qui exerce l'emprise essaie de couper l'autre. Alors moi, c'est sûr que comme j'étais en Russie, c'était facile parce que justement, j'avais pas ma famille. Donc là, quand ma famille vient, effectivement, il réagit très mal. Après, il n'y a pas que ça, je pense, et je le questionne un peu, qui se joue dans ce moment-là. C'est parce qu'avec ce garçon, il y avait vraiment... raconter mon histoire avec lui, c'était aussi montrer au niveau de l'intime ce qui pouvait se jouer entre la Russie et l'Occident, vraiment. Et je pense que dans sa détestation, moi du coup ce garçon, je ne sais pas si depuis il a été violent avec d'autres filles, s'il y a eu des relations de ce type avec d'autres personnes, ou si c'était vraiment moi qui provoquais quelque chose d'absolument insoutenable aussi, parce que j'étais française, européenne. Lui, il venait vraiment de Sibérie, d'une famille très très pauvre. J'étais la première occidentale avec qui il parlait pas un mot d'ailleurs d'anglais, on ne parlait qu'en russe, mais et à la fois il était vraiment fasciné, il aurait voulu venir en France, en Europe, peut-être y vivre, il avait même dit à ses parents devant moi, mais en même temps
il détestait ça. Et d'ailleurs, il supportait pas que je fasse des fautes en russe. Il disait que sinon, ça servait à rien, il fallait que je devienne russe. Et il y a vraiment ce rapport, en fait, entre la Russie et l'Occident, mais que tout le monde peut observer là depuis un peu plus d'1 an, mais que moi, je ressentais depuis que j'y allais. En fait, c'est vraiment... à la fois, il y a une fascination et en même temps, c'est un contre-modèle. Et d'ailleurs, par rapport aux violences domestiques, il y a vraiment, parce qu'en Russie, elles ont été dépénalisées en fait en 2017, donc on est complètement à rebours de MeToo. C'est voilà, un homme qui est violent, il va écoper simplement depuis cette dépénalisation d'une amende comme pour un excès de vitesse, quoi. Et en fait, ceux qui ont porté cette dépénalisation, c'est pas des gens qui sont là, oui, allez tabasser votre femme et vos enfants. Faut pas caricaturer les choses. C'est vraiment des personnes très traditionnelles ou proches de l'Église orthodoxe qui aussi se positionnent comme ça. Vraiment à l'opposé de ce qu'on fait nous et qui condamnent tout ce qu'ils appellent notre progressisme et ils mettent tout dans le même sac, donc la protection des femmes, le féminisme, MeToo, le mariage pour tous, vraiment, et voilà, ils disent non, on ne veut pas du tout, oui, c'est vraiment comme ça, on ne veut pas du tout ressembler à ça, et c'est ça qui s'est joué aussi dans cette loi, donc ça c'est vraiment au niveau sociétal. Et pour en revenir à la question de départ, moi du coup je pense que dans ma relation avec ce garçon, il y avait ça aussi, il y avait ce rapport vraiment très ambivalent à l'Occident. Blandine, j'aimerais qu'on dise aussi 2 mots sur Vers la violence, même si c'est le livre que vous avez publié l'année dernière, qui est un très très beau livre qui donc raconte une histoire aussi d'emprise et d'amour en même temps et de plein de contradictions entre une fille et son père. Et j'aimerais justement vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire ? Est-ce que c'était justement tout ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire la manière dont, à travers l'amour qu'on peut porter à un être cher, proche, on va se transformer, en fait, se mouler à lui d'une certaine manière. Je parlais de caméléon, parce que là, c'est l'histoire aussi d'une petite fille qui va chercher à plaire à tout prix à son père et à être à la hauteur de ce qu'il attend d'elle, quitte à se faire violence. Il y a une phrase que j'aime bien d'une chanson qui s'appelle Ulysse, qui dit qui nous sauvera de ce qu'on aime. C'est pas qu'une question genrée, c'est ça que je veux dire. Parce que là, c'est encore du coup un homme, et je pense que d'une certaine manière, ça aurait été autre chose. Mais ça aurait pu être une mère, quoi. C'est un truc un peu. J'ai l'impression que ça raconte quelque chose du mélange de violence et d'amour qu'on peut éprouver pour certains. Et en effet, oui, la fille, Lou, elle s'appelle Lou, elle a un nom d'animal, veut absolument plaire à son père comme on veut plaire à son père quand on est une petite fille, et comme on veut plaire sans doute à sa mère quand on est un petit garçon, et inversement sans doute, enfin voilà, quand on est un enfant en tous les cas. Et il attend d'elle qu'elle soit extrêmement dure, extrêmement âpre, extrêmement courageuse. Courageuse au point, par exemple, de ne pas pleurer alors qu'elle se rentre un couteau de plage dans le pied, qu'elle a 6 ans et que le sable devient rouge parce qu'il se tache de son sang. Ou courageuse au point de, pareil, à 6-7 ans, de traverser un pont en pleine tempête, seule, sans tenir la main à personne. Courageuse au point de ne pas scier alors qu'il tient son chien ardent par-dessus un balcon, comme ça, par le cou. Voilà, il exige ça, qu'on ne peut sans doute pas exiger d'un enfant sans laisser des traces durables, mais il exige ça d'elle. Et elle, voulant être à sa hauteur, elle s'aguerrit. J'aime bien ce verbe, s'aguerrir. Elle s'aguerrit, et c'est vrai que c'est un livre qui raconte les 2 aspects. C'est pas du tout un livre où la jeune femme se décrit comme victime. Et c'est pas un livre non plus où le père serait bourreau. C'est un livre, quelque chose est subi, c'est sûr, mais quelque chose est gagné sans doute aussi. C'est un peu tabou de le dire comme ça, mais il y a une sorte de double aspect, quoi, de cette éducation à la dure. Ça va, en tous les cas,
abîmer, quand elle s'en rendra compte avec la distance, quand elle s'en rendra compte, ça va abîmer leur relation, ça c'est certain. Il y a un moment, en fait, quand quelqu'un exige de vous quelque chose d'aussi dur, âpre, d'aussi violent, ça ne peut pas tenir, en fait, sur la longueur. À un moment, ça rompt, quoi. Enfin, en fait, c'est sa vie ou la sienne, quoi. Donc, à un moment, bon, vous découvrirez si vous lisez le livre, mais ça rompt. Mais ça rompt, mais quoi? Et ça dépend ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Lou, elle va s'intéresser à l'art, elle va s'intéresser à des choses qui vont lui permettre de transformer aussi son expérience. Donc elle va se l'approprier et refuser de le vivre uniquement comme un traumatisme, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais. Bah ouais, c'est aussi une manière j'allais dire de forger. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les circonstances, il n'y a pas de vie idéale, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'éducation idéale, il y en a des plus douces ou des plus... Mais de toute manière, on est modelé, on est abîmé aussi, mais abîmé, je le dis aussi en bonne part, quoi. Les gens qu'on aime nous abîment. Qui nous sauvera de ce qu'on aime? Déjà, pas forcément parce qu'ils sont violents, mais tout simplement parce qu'ils sont eux et que nous sommes nous et qu'un contact comme ça fort, quoi, entre deux personnes, les sculpte l'une l'autre, quoi. Et je pense que c'est ça que ça raconte. C'est pas un livre qui... j'ai pas voulu dénoncer quelque chose. J'ai vraiment voulu montrer ce qui se passe entre un père et sa fille. Un père, oui, qui est violent, mais on comprend en lisant le livre aussi que lui-même n'a pas choisi d'être comme il est. Enfin, c'est un héritage, c'est une sculpture comme ça de gens qui s'aiment et se détestent depuis des siècles. C'est un livre à la fois sur l'héritage et puis sur les transformations. Sur les transformations, ouais. Sur qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on reçoit en héritage. On est tous déterminés, c'est certain. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces déterminismes? Est-ce que en prendre conscience vraiment frontalement, et ça demande du courage. Moi, je suis pas au bout de mes peines en tous les cas. Quant à prendre conscience de ce qui me détermine, on a tous conscience au fur et à mesure des âges. On se dit ah oui tiens, on est plus déterminé que ce qu'on pensait par machin, par tel événement. Mais est-ce que en prendre conscience vraiment lucidement, c'est pas déjà commencer à pouvoir justement les regarder un peu avec distance, les réapproprier, en faire quelque chose, quoi? On n'y échappera pas, mais sans y échapper, est-ce qu'on peut pas en faire des armes, des outils? Des livres? Des livres, déjà. Laura, des couteaux. Laura, écrire, c'est aussi une manière de comprendre. C'est-à-dire qu'au moment où on écrit, est-ce qu'on écrit ce qu'on a compris ou est-ce qu'on écrit pour comprendre ce qu'on a vécu? Je crois que c'est un peu les deux, mais moi en tout cas là dans ce livre, oui, il y avait une dimension cathartique, je pense, de revenir effectivement à ça, d'interroger sans... Tu disais que tu n'avais pas écrit pour dénoncer quelque chose. Alors moi évidemment je raconte l'histoire que je raconte des filles, elle est dure, mais c'était pas non plus dans cette idée-là. C'est pas du tout un livre militant où je l'ai pas fait je voulais raconter, mais déjà sans juger, ne serait-ce que je parle de la société russe, de choses pas évidentes depuis tout à l'heure. J'ai pas l'impression de l'avoir fait dans le livre. En tout cas, c'est vraiment pas ce que je voulais comme un brûlot. C'était pas avec mon regard d'occidental pour dire c'est pas comme ça, etc. Donc c'était vraiment, parce que moi déjà c'est pas du tout le rapport que j'ai. Non, et puis à je l'ai ce dit au pays. Début. Vous dites aussi tout ce que vous avez aimé c'est dans ce vraiment pays. Pas le rapport que j'ai, et je pense que c'est pour ça que j'ai plein d'amis là-bas, parce que j'ai jamais été dans cette position-là. Après, il s'agissait pas de cacher les choses non plus, c'était d'éclairer. Il y a une personne une fois qui m'a dit c'est comme si tu avais une lampe torche et que tu avais essayé d'éclairer des petits bouts de la société russe. Donc ça, c'est ce que j'essayais de faire, et peut-être là, du coup, là vraiment en l'écrivant, je l'ai mieux comprise, peut-être aussi cette société là, pour en revenir à la question. Et j'ai découvert des aspects d'ailleurs que j'avais pas perçu forcément jusque-là. Et après, par rapport à la partie plus intime, là, oui, en écrivant, oui, j'ai sûrement compris des choses, même si j'ai pas fini de comprendre et que j'aurais jamais fini de comprendre.
En tout cas, je ne saurais trop vous inciter à lire ces 3 livres. Hein. Lire 3 sœurs de Laura Pogioli, qui est aux éditions de l'Iconoclaste. Lire également Les Abus Gris, donc ce petit livre petit mais dense. Et je ne sais pas pour vous, mais moi en le lisant, je me suis dit que probablement que tous à un moment donné, pas ça évidemment, mais nous avons vécu un moment qui génère des sensations comme celles que vous décriviez tout à l'heure, même des années après. Les Abus Gris, c'est aux éditions Fayard dans la collection 1001 nuits. Et enfin, Vers la violence, également aux éditions Fayard de Blandine Rinkel. Un grand merci à toutes les deux d'avoir échangé avec nous et merci à beaucoup. Merci.